et bienvenue à notre vidéo sur le money management. Avec moi dans le studio, j'ai Romain Daubry. Romain vient de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Falco. Alors, on va parler aujourd'hui de money management, mais avant de commencer, tu veux nous montrer en fait les 4 piliers de l'investissement. Ce sont lesquels? Exactement. Les 4 piliers de l'investissement sont les suivants. Vous allez les voir apparaître à l'écran. Il y en a qu'on connaît plus, le profil d'investisseur, c'est-à-dire qu'avant d'investir, il faut connaître son propre profil d'investisseur. Il y a différents critères qu'on n'intégrera pas immédiatement. Il y a ensuite le scénario, ça c'est le plus classique. Qu'est-ce que je pense de l'évolution des marchés? Quel est le potentiel de gain ou le potentiel de baisse à venir? Ça c'est le scénario. Ensuite il y a le timing. Quand est-ce que ça peut se produire? À quel horizon de temps? Est-ce que c'est à court terme, moyen terme ou long terme? Ça ce sont les critères qu'on connaît mieux. Celui qu'on connaît moins bien, c'est le money management dont on veut vous parler aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on va insister un petit peu dessus. Il est très important, il est fondamental ce critère. Alors c'est quoi ce money management? C'est quoi le but de ce money management? Le but de money management, il part d'un principe, d'un présupposé, c'est que personne ne peut prévoir l'avenir. Ça paraît assez cohérent comme annonce. Et voilà, en fait, comme on ne peut pas prévoir l'avenir, on va mettre de son côté des techniques, des méthodes pour préserver son capital. Le but, c'est de ne pas entamer son capital de façon trop importante, de ne pas commencer par perdre de l'argent. Et oui, avant de gagner de l'argent, il faut penser à ne pas en perdre. Alors ça a l'air évident et un peu simpliste comme annonce, mais vous allez voir que il y a un élément important qui est la loi des pourcentages pour vous rappeler les dangers de la perte de capital dès le départ. Ouais. C'est quoi cette loi des pourcentages? Alors la loi des pourcentages, on vous le propose ici par un exemple. En fait, imaginez que vous ayez un capital de 100 € au départ que vous investissiez sur l'indice CAC 40 avec un effet de levier de 2. Si l'indice CAC 40 perd 25%, j'ai perdu 50. Exactement, il me reste donc 50 € sur mon capital de départ. Ces 50 €, si je veux les faire refructifier, que je veux retrouver, ne serait-ce que retrouver mon capital de départ, donc ne plus ne même pas gagner d'argent, mais revenir à mes 100 €. Combien est-ce qu'il va falloir que l'indice reprenne pour que je retrouve ces 100 € à partir de 50? 100%. Exactement. Voilà. Donc, avec un indice CAC 40 qui aurait perdu 25%, il va falloir qu'il reprenne 100% pour que je retrouve mon investissement de départ. Donc, vous voyez, le problème, c'est d'avoir commencé par perdre de l'argent ou d'avoir entamé son capital. C'est déjà un énorme frein au gain ultérieur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi important de ne pas perdre de l'argent en fait. Exactement. Parce que sinon, on rentre dans le loi de pourcentage et là, ça devient difficile de remonter la pente. Là, on ne peut pas remonter la pente dans ce cas-là. Ou beaucoup plus difficilement, vous l'avez vu. Ne serait-ce qu'avec un effet de levier de 2. Maintenant, on va parler d'un autre élément de money management, c'est la diversification en fait. C'est quoi? Alors, c'est un des critères clés pour le money management. On y pense, on le connaît, on croit le connaître, mais il faut s'en méfier. Il faut être capable de diversifier sur différents actifs dans un investissement. Alors, ça dépend de son profil d'investisseur. Si on fait du trading rapide sur action, on ne va pas diversifier trop, mais on diversifiera à l'intérieur du secteur action. Mais si on fait un investissement de long terme, eh bien, il faut penser aux d'autres classes d'actifs qui sont disponibles. Donc, on peut investir sur de l'or, sur de l'argent, sur du monétaire, sur des obligations. Il y a différents actifs, ou même du forex pour le change. Il y a différents actifs auxquels il faut penser, et ça, c'est une vraie diversification. Ça permet, sur le temps, d'avoir une exposition pérenne sur les marchés et de se protéger contre des risques éventuels, puisque, encore une fois, personne ne peut prévoir ce qui va se produire sur les marchés, même si on essaie de mettre des statistiques ou des critères de notre côté. Alors, on peut diversifier aussi selon les secteurs. Si on veut travailler sur le marché des actions et qu'on a à l'intérieur de son portefeuille uniquement de la Renault, du Valeo et du Forestia ou du Michelin, on est très investi sur le secteur automobile. On est mal diversifié. Même si on a plusieurs actions dans son portefeuille, on peut le décider à un moment, en tout cas ponctuellement d'avoir cette orientation, mais en tout cas on n'est pas diversifié, on oublie d'autres secteurs comme la banque, l'énergie, l'alimentation, la santé et beaucoup d'autres, donc qui permettent d'avoir une exposition moins large au marché et peut-être plus intéressante. Donc ça, c'est le deuxième critère. Et puis enfin, on peut diversifier son portefeuille selon différents types de produits sur le marché en fonction de son profil, encore une fois. Maintenant, il y a un deuxième critère du money management, c'est la gestion du risque. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière? Exactement, il faut gérer son risque. Alors d'abord, il faut commencer par gérer le risque de son capital, la somme de son capital d'origine. Quand on a un capital, vous l'avez vu, la loi des pourcentages, je pense que c'était très clair, il faut le préserver, ce capital. Si on va trop loin dans la perte en capital, eh bien, on a un risque important par la suite. En tout cas, de retrouver de l'argent. Donc là, on vous suggère un critère qui va de 0,5 à 1,5% de perte du capital. Alors ça peut être variable selon pour une journée de bourse, pour un mois de bourse, ou pour des critères différents. Mais 0,5 à 1,5% du capital, c'est déjà un critère qui est important et qui permet justement de préserver son capital sur le long terme. Voilà, les investisseurs professionnels l'utilisent, même si on a un très bon scénario sur le marché, même si on a de très fortes convictions.
En mettant ces garde-fous-là, on ne s'expose pas à des risques plus importants. Vous pouvez avoir tout à fait raison sur une société, vouloir investir dessus, considérer que son modèle est bon, qu'elle gagne de l'argent, etc. Si le marché n'est pas favorable ou s'il y a une mauvaise nouvelle, on se souvient par exemple pour le secteur automobile, puisqu'on en parlait du Dieselgate par exemple, tout le secteur automobile a pâti du Dieselgate, alors que pourtant tous n'étaient pas exposés à ce problème. Donc le critère de préservation et de risque en capital va de 0,5 à 1,5%. Ce n'est pas un critère absolu, mais c'est un critère qui est valable dans la majorité des cas en tout cas. Alors ensuite, on peut préserver son capital avec un risque par opération. Ça, c'est quand on fait des opérations un peu plus dynamiques. Quand on fait du day trading ou des swing trading sur quelques jours, on va considérer qu'on ne va pas exposer son portefeuille à plus de 1 à 5%. 5% par opération de perte, c'est beaucoup. C'est un critère important. Voilà, et on va détailler dans quelques instants au travers d'un exemple comment on peut déterminer l'exposition par opération. Donc, tous ces risques du capital et ces risques par opération, il faut le définir avant de l'investir pour se préparer aux émissions qui peuvent arriver au moment du mouvement dans les marchés et tout ça. Exactement. Ouais. Le but, c'est de rester maître de ses émotions et du bruit et de ne pas être exposé au bruit, ce qu'on appelle le bruit, donc aux mouvements brutaux du marché liés à une annonce, liés à un événement imprévu, comme il y en a tout le temps dans la vie en général et sur les marchés boursiers. Donc le but de cette gestion du risque, c'est de retirer l'émotion. C'est le principal ennemi sur les marchés boursiers. Et en ayant ces critères-là, eh bien, on a un filtre, on a un garde-fou qui permet de dire, voilà, à ce niveau-là, j'ai fait tant de pertes, j'arrête. Éventuellement, on peut mettre un money management de gain aussi, c'est-à-dire j'ai gagné tant par jour, je m'arrête aussi, c'était mon objectif, je passe à autre chose. Donc on parle effectivement de gestion du risque de perte, il y a aussi un risque en gain, enfin un potentiel de gain par jour qui peut être un critère pour arrêter de prendre des positions ou prendre du risque. Il y a un autre point, c'est le ratio risque-rendement en fait. Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors le ratio risque-rendement, c'est un ratio pour être raisonnable en fait, encore une fois sur les marchés dans son investissement. Le ratio risque-rendement, on suggère qu'il soit de 1 pour 3, c'est-à-dire qu'on ne fera pas une opération dont le potentiel de gain sera inférieur à 3 alors que le risque est de 1. On va aussi le déterminer par un exemple, mais ça revient à cette idée qu'on ne peut pas prévoir l'avenir et que dans tous les cas, même si on est très bon en investissement boursier, on peut avoir raison 7 fois sur 10. C'est le meilleur, parmi les meilleurs cas possibles. Il y en a qui ont raison plus de fois, d'autres moins. Mais en tout cas, en ayant raison 6 à 7 fois sur 10, eh bien, avec un ratio de gain de 3 pour 1 de perte, eh bien, on s'assure d'avoir un gain confortable et que les opérations gagnantes couvrent largement les opérations perdantes. Maintenant, on commence avec un exemple pour le risque par opération, en fait. C'est laquelle? Exactement. Là, on considère que dans notre exemple qu'on a un portefeuille de 30 000 € et on veut acheter un titre, une action, avec un risque de capital de 2% du portefeuille maximum. Donc, je vais déterminer un scénario. Je veux acheter une action qui vaut, mettons, aujourd'hui 16 € et ne pas la conserver. Donc, limiter mon risque au cas où elle descendrait à 13 €. Donc, mettre un ordre stop loss à partir de 13 €, à 13 €. Dans ce cas-là, je vais devoir déterminer combien d'actions je peux acheter pour cette opération-là. Bien, 16 moins 13, il reste 3. Donc ça, c'est mon critère de perte en euros. Par ailleurs, 2% de 30 000 €, c'est 600. Donc c'est 600 €. Et simplement, je divise les 600 € par le risque de perte. 3, ça me donne 200. Et 200, c'est le nombre d'actions maximales que j'ai le droit d'investir pour faire cette opération-là, pour la réaliser. Donc même si je suis sûr de moi, sûr de cette opération, que je pense qu'elle a de grandes chances de succès, dans un ratio raisonnable d'exposer mon capital de uniquement 2%, bien je sais que je peux acheter 200 actions et que je pourrais l'acheter à 16 € et que si elle descend à 13 et que je déboucle mon opération, mon capital n'aura perdu que 2% et je ne me retrouverai pas à devoir rattraper des sommes très importantes pour au moins retrouver mes fonds de départ. Maintenant, on va regarder deux exemples sur le ratio risque-rendement. Risque-rendement, ça c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que je fais ou non une opération, même si elle m'a l'air très intéressante? Alors un titre vaut 15 €, je pense qu'il peut monter à 20 €, mais son risque graphique, mon scénario me donne aussi un risque probable de retour vers 10. Donc en gros, j'ai une chance sur deux, c'est 50-50. Soit je monte jusqu'à 20 et je gagne 5 €, soit je redescends à 10 et dans ce cas-là, je perds 5 € aussi. Dans ce cas-là, mon ratio de risque-rendement, il est de 1 pour 1. Je ne fais pas l'opération. C'est trop risqué. Je peux gagner, mais je peux perdre aussi. Et la perte est équivalente au gain. Je
fais pas l'opération. Et comment est-ce que je définis tous ces 6 niveaux de 15, de 20, de 10? Bon, le 15, ça c'est le prix de l'action actuellement, mais le 20 et le 10, comment est-ce que je peux le définir en fait? Alors, notamment par l'analyse, grâce à l'analyse graphique, grâce à l'analyse technique, maintenant on peut s'intéresser aussi à l'analyse fondamentale et en fonction de critères fournis par des analystes fondamentaux qui vont vous donner des objectifs de cours sur des titres. Voilà, mais avec des simples niveaux de support et de résistance, on a déjà en tête les niveaux à partir duquel il y a eu un certain intérêt et jusqu'auquel on peut s'attendre à ce que le titre s'arrête. Après, on peut avoir des niveaux de progression supérieurs, bien entendu, mais ça, c'est dans le cadre d'un scénario, donc c'est aussi un critère important, c'est qu'on va déterminer avant le scénario optimal du marché, qui ne se produit jamais, mais pour avoir une exposition minimale en termes de risque. Maintenant, il y a un deuxième exemple sur le ratio risque-rendement qui est beaucoup plus favorable. Celui-là, il est mieux, celui-là, il est favorable, il va nous permettre de réaliser l'opération. Là, dans l'exemple, l'action vaut 23 € et son objectif de cours est de 32. Donc, j'ai un potentiel de gain de 9. En revanche, si elle baisse en dessous de 20, je considère que l'opération n'est plus valable. Là, je suis arrivé assez tôt sur le marché, j'ai repéré l'opération assez suffisamment tôt. Donc, je peux acheter le titre puisque je ne risque de perdre que 3. Donc, j'ai un risque de perdre de 3, un potentiel de gain de 9. J'ai un ratio risque-rendement de 3 pour 1. Dans ce cas-là, je peux faire l'opération, mon critère est au vert et je m'assure de réaliser une opération dont le gain sera suffisamment important pour couvrir d'éventuelles pertes à venir. Maintenant, il y a quelques critères complémentaires, en fait. Ce sont lesquels? Alors voilà, on peut trouver plusieurs critères. On va les lister ici et vous laisser le choix parmi ceux-là. Mais il n'y a pas un seul critère, il y a plusieurs critères et pas un seul bon dans l'absolu. Les critères vont dépendre en fait du profil de l'investisseur, du niveau d'exposition au risque. Si on fait du day trading, c'est-à-dire sur une seule journée, ou du swing trading sur plusieurs jours de bourse, ou du carry trade, c'est-à-dire sur plusieurs semaines, plusieurs mois, on ne va pas avoir les mêmes critères à utiliser et pas la même façon de risquer et de répartir son capital. Donc là, c'est en fonction des critères de chacun de déterminer soit un risque maximal mensuel, par exemple, et de se dire, voilà, si je fais des opérations de swing trading sur plusieurs jours, si en quelques jours j'ai perdu un risque maximal mensuel, donc par exemple 6% de mon capital dans le mois que je viens d'entamer, je m'arrête de travailler pour le mois en cours et je reprendrai le trading le mois suivant. Mais c'est qu'il y a un problème dans mon modèle ou alors que le timing n'était vraiment pas le bon pour réaliser mes opérations. Après, on peut définir des critères de risque en capital mensuel, quotidien, hebdomadaire, voilà, ou un risque par secteur. Je vais m'exposer, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, la diversification. Je vais m'exposer plus ou moins sur un secteur, selon les opportunités du moment et selon le risque que je suis prêt à prendre. Mais au moins, s'il y a une mauvaise nouvelle sur un secteur, je ne serai pas exposé sur ce secteur-là de façon trop importante et ça n'entamera pas mes performances de façon trop significative. Et puis, on a d'autres critères par taille de capitalisation. Je ne vais pas prendre la même exposition sur une valeur comme Air Liquide ou sur une valeur biotechnologique qui sera beaucoup plus spéculative et dont les possibilités et les performances à venir seront probablement plus aléatoires. Donc en fait, money management, c'est quelque chose de très personnel et chacun doit, en fait, avant d'investir, préparer son scénario et ses règles, en fait. Exactement, et c'était le premier pilier dont on parlait tout à l'heure, qui est le profil d'investisseur. Il faut que je sache déjà quel est mon profil d'investisseur avant d'appliquer ces critères-là. C'est pour ça qu'on l'a fixé à la fin, c'est comment je vais répartir mon capital. Il faut déjà que je sache de quel capital je dispose, quel est mon profil d'investisseur, est-ce que j'ai 10 minutes par jour à y passer, auquel cas je ne vais probablement pas être un day trader, est-ce que j'ai 1 heure par mois, et en fonction de ça, quel risque je suis prêt à prendre, si je ne supporte aucun risque, si je supporte plus de risques, et quel est le reste de mon patrimoine aussi éventuellement. Donc tous ces critères-là vont permettre de déterminer mon profil d'investisseur boursier et en fonction de ça, quel money management je peux appliquer, quelles sont les règles qui vont m'intéresser. C'est pour ça qu'on en a quelques-unes ici. La liste n'est pas exhaustive, mais vous aurez compris la logique et vous pouvez en trouver d'autres. Il y en a autant que d'investisseurs, il n'y a pas de règle absolue, mais les chiffres qu'on vous a donnés ici sont en tout cas des chiffres de base pour bien réfléchir. Voilà, ne pas entamer plus de 1,5 à 3% de son capital déjà pour une opération, c'est quand même très important. Merci beaucoup Romain Daubry de Bourse Direct pour ces informations sur le money management. Merci à vous d'être avec nous. À très bientôt. Au revoir. Merci Falco, merci à tous.